Tout s'est effondré en 47 minutes. À 7h43 du matin, selon le contenu que tu as fourni, 3 dirigeants républicains du Sénat entrent dans le bureau de Mitch McConnell pour une réunion de direction censée être routinière. Ils en ressortent 47 minutes plus tard. Et moins de 2 heures après, Washington est décrit comme plongé dans ce que plusieurs sources internes appellent la plus grave révolte interne du Parti républicain depuis le Watergate. Le paradoxe est immédiat. Ce n'est pas une crise de politique publique ni une querelle idéologique. C'est une rupture d'autorité. Et si cette histoire te concerne, même de loin, c'est parce qu'elle touche à une question simple. Que se passe-t-il quand le pouvoir cesse d'obéir à ses propres règles? Voici le point de départ factuel tel qu'il est raconté. Mercredi matin, à 2h17, Donald Trump aurait passé un appel direct au chef de la majorité au Sénat. Il exige un vote immédiat sur ce qu'il appelle l'Emergency Powers Expansion Act. Pas une discussion, pas un calendrier, un ultimatum. Selon ce récit, il dit clairement « Faites-le passer avant vendredi, où je lance des primaires contre chacun d'entre vous. » Quelques heures plus tard, à 6h30, un enregistrement audio commence à circuler parmi les républicains de haut niveau. On y entend Trump dire « Je n'ai pas besoin du Sénat. Ces gens travaillent pour moi. » Ce détail change tout parce que la réaction décrite n'est pas la panique, c'est la colère. Mais voici la partie que presque personne ne voit au premier regard. À 7h43, McConnell, John Thune, John Barrasso et John Cornyn se retrouvent derrière des portes closes. Aucun communiqué, aucun témoin. Et selon plusieurs sources internes citées dans ton contenu, ce qui se joue dans cette pièce n'est pas une dispute passagère. C'est un calcul de survie politique, un moment où la peur qui aurait contrôlé le parti pendant 8 ans commence à perdre son efficacité. Et la question qui plane à la fin de ces 47 minutes est simple mais explosive. Si Trump est prêt à détruire tout le monde, que reste-t-il à perdre en lui résistant? C'est là que l'histoire bascule vraiment. Parce que ce qui a été décidé dans cette pièce ne visait pas seulement à répondre à une crise. Ça visait à changer les règles du jeu. Et ce que ces sénateurs ont choisi de faire ensuite va déclencher une réaction en chaîne que personne, y compris Trump, ne semble encore totalement mesurer. Pour comprendre pourquoi cette réunion n'est pas un simple épisode de plus, il faut élargir le cadre sans tout révéler d'un coup. Ce qui se passe ici n'est pas un désaccord ponctuel, c'est l'aboutissement d'un modèle de contrôle décrit noir sur blanc dans ton contenu. Pendant 8 ans, la relation entre Donald Trump et les sénateurs républicains n'a pas reposé sur la loyauté idéologique, mais sur une logique beaucoup plus simple, la peur. Pas la peur abstraite, mais la peur observée, documentée, répétée, des carrières brisées, des avertissements publics, des exemples soigneusement choisis. Les faits cités sont précis. En 2020, Mitt Romney vote pour condamner Trump lors de la première procédure de destitution. La réaction est immédiate. Attaque publique, censure par son propre parti local, isolement politique. En 2021, Bill Cassidy vote à son tour pour condamner Trump. Il tente ensuite de se réconcilier, vote avec lui, affiche sa loyauté. Et malgré cela, Trump soutient quand même un adversaire contre lui. Puis en 2023, Kevin McCarthy négocie un accord sur la dette. Trump désapprouve en privé. Quelques semaines plus tard, McCarthy est évincé de son poste de président de la Chambre. Le message est constant. L'obéissance ne protège pas, elle retarde seulement la punition. C'est là que le schéma devient clair. À chaque fois qu'un responsable agit seul, il est ciblé. À chaque fois, la sanction est visible et dissuasive. Inférence. Ce système ne vise pas à punir tout le monde, mais à discipliner tout le monde. Et pendant des années, ça a fonctionné. Les sénateurs regardaient, faisaient le calcul et concluaient que se taire était plus sûr que résister. Mais maintenant, pose-toi une question simple. Que se passe-t-il quand cette peur cesse d'être une protection et devient une condamnation? Quand rester aligné ne garantit plus la survie politique, mais l'accélère vers la sortie. C'est exactement ce que plusieurs sénateurs disent commencer à comprendre dans ton contenu, notamment quand l'un d'eux résume la situation ainsi « Je peux défendre le conservatisme, je ne peux pas défendre le chaos ». Et c'est ici que l'histoire quitte le terrain du passé pour entrer dans une nouvelle phase. Parce que si la peur a tenu le parti pendant 8 ans, ce qui arrive maintenant suggère qu'elle est en train de perdre son emprise. Et une fois que ce verrou saute, les événements ne ralentissent pas. Ils s'accélèrent. Voici le premier point de bascule et il repose sur un fait brut, pas sur une opinion.
Selon ton contenu, 3 facteurs précis convergent exactement au même moment et ils changent le calcul interne des sénateurs républicains. Le premier est électoral. Le texte cite des données internes venant du Montana, de l'Ohio et de la Pennsylvanie, montrant des candidats républicains en baisse de 6 à 8 points lorsqu'ils sont directement associés à Trump. Un sénateur y est cité mot pour mot. Je peux défendre le conservatisme, je ne peux pas défendre le chaos. Ce n'est pas une posture morale, c'est une équation de survie. Le deuxième facteur est diplomatique et militaire. Ce que le contenu appelle le désastre du Groenland n'est pas présenté comme une gaffe médiatique, mais comme un signal d'instabilité stratégique. Des alliés de l'OTAN seraient alarmés. Un ancien amiral 4 étoiles est cité disant « Ce n'est pas une stratégie, c'est de l'instabilité ». Et là, le détail qui change la perception des membres de la Commission des forces armées du Sénat comprennent que menacer un territoire allié ne crée pas de levier, mais du désordre systémique. Notice ce qui manque ici. Aucune défense publique claire de cette rhétorique par la direction du Sénat. Le troisième facteur est juridique. Le contenu affirme que plusieurs procédures pénales s'accélèrent, que la Cour suprême refuse des sursis d'urgence et que des dates de procès se figent. Un avocat républicain de haut niveau est cité 10 ans en privé. Nous allons peut-être nommer quelqu'un qui pourrait être en détention fédérale d'ici novembre. Ce n'est pas un slogan, c'est une alarme interne. Maintenant, inférence. Pris séparément, chacun de ces éléments est gérable politiquement. Ensemble, ils deviennent toxiques. Le coût de défendre Trump cesse d'être abstrait et devient mesurable, chiffré, immédiat. Et c'est là que le verrou mental saute, parce que le système de peur ne fonctionne que si l'obéissance offre une chance de survie. Or, selon ces chiffres et ces signaux, l'obéissance commence à ressembler à un suicide politique. Mais voici le détail que peu de gens remarquent à ce stade. Ce changement ne se produit pas dans un discours public. Il se produit dans des bureaux fermés, avec des graphiques électoraux, des briefings de sécurité et des échéanciers judiciaires. Et quand la prise de conscience arrive à ce niveau-là, les décisions qui suivent ne sont jamais symboliques. Elles sont structurelles. C'est précisément ce qui va se produire dans la pièce de Mitch McConnell et ce qui va être dit à voix haute va faire basculer la relation avec Trump dans une zone dont il n'y a pas de retour facile. À partir de là, tout s'accélère et ce n'est plus une réflexion abstraite. Selon ton contenu, mercredi matin, Mitch McConnell réunit John Thune, John Barrasso et John Cornyn derrière des portes closes. 47 minutes. Pas de conseiller, pas de téléphone. Et la première chose qu'il fait n'est pas de parler. Il lance un enregistrement. 3 minutes d'audio. La voix de Donald Trump disant « Je n'ai pas besoin du Sénat. Ces gens travaillent pour moi. » Il le fait écouter une première fois. Personne ne parle. Il le relance une deuxième fois. Toujours aucun mot. Un des participants décrit le silence comme étouffant. Ce détail est crucial parce que ce n'est pas un président qui critique le Congrès. C'est un président qui déclare le Congrès inutile. Et dans une institution fondée précisément pour limiter l'exécutif, cette phrase ne sonne pas comme une provocation. Elle sonne comme une menace existentielle. Notice ce qui est absent ici. Aucune tentative de relativiser, aucune défense réflexe, aucun « il plaisantait ». Le déni a disparu. Puis vient l'escalade verbale. John Thune prend la parole en premier. Il dit clairement non, nous ne pouvons pas défendre ça, ni la rhétorique sur le Groenland, ni la demande de pouvoir d'urgence, ni les menaces de primaire contre nos propres membres. Nous ne pouvons pas aller à la télévision expliquer ça à des électeurs déjà épuisés. Ce n'est pas un discours idéologique, c'est une reconnaissance d'épuisement collectif. John Barrasso réagit immédiatement par la peur. Il rappelle Romney, Cassidy, Cheney, tous ceux qui ont résisté seuls et ont été marginalisés. Sa question est simple. En quoi est-ce différent cette fois? Et c'est là que le moment bascule vraiment. Mitch McConnell se penche en avant et répond « Selon ton contenu, voilà en quoi c'est différent. » Il va nous détruire de toute façon. La question n'est pas de savoir si nous survivons politiquement. La question est de savoir si nous tombons en le défendant ou en défendant l'institution. Inférence. À cet instant précis, la logique de la peur se retourne. Pendant des années, la menace venait de Trump. Là, la menace devient Trump. Et quand un système de contrôle produit plus de risques que de protection, il commence à se fissurer.
John Cornyn ajoute alors la donnée électorale brute. Au Texas, il est donné à moins 4 points et chaque point perdu est lié, selon lui, au chaos adjacent à Trump. Il dit que ses électeurs ne veulent pas plus d'explications, ils veulent de la stabilité, pas des justifications sur des menaces d'invasion du Groenland. Ce détail est important parce qu'il relie directement le comportement du président au vote réel, pas à l'opinion abstraite. C'est ici que quelque chose de profondément anormal commence à être traité comme tel. McConnell ne propose pas un communiqué. Il ne propose pas une fuite anonyme. Il propose une structure, une ligne formelle, une rupture organisée. Et avant même d'entrer dans les détails, il pose une question simple qui va tout verrouiller. J'ai besoin de savoir maintenant. Êtes-vous avec moi? La décision tombe et elle est plus lourde qu'elle n'en a l'air. John Barrasso reste silencieux pendant ce qui est décrit comme les 30 secondes les plus longues de la réunion. Puis il parle. Il dit clairement « Tu me demandes de commettre un suicide politique ». Et la réponse de McConnell, selon ton contenu, est sèche, sans emphase. « Je te demande de faire ton travail ». Barrasso accepte. 4 hommes, 4 oui. Et à ce moment précis, quelque chose change de nature. Ce n'est plus une inquiétude partagée, c'est un engagement collectif. Mais voici la partie qui rend ce moment irréversible. Ce qui suit n'est pas une pause pour réfléchir. À 9h15, McConnell appelle personnellement 15 sénateurs républicains seniors. Pas de message indirect, pas d'intermédiaire. Une phrase simple, « On y va, es-tu avec nous? » 3 répondent oui immédiatement. Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, attendu, prévisible. Puis viennent 2 réponses que le contenu décrit comme un choc total, Lindsey Graham et Marco Rubio. Arrête-toi une seconde sur ce détail. Lindsey Graham est présenté comme le défenseur le plus constant de Trump. Golf le week-end précédent, défense télévisée systématique de chaque controverse, chaque enquête, chaque inculpation. Et pourtant, selon une source citée, Graham dit en privé « J'ai tout défendu, les enquêtes, les inculpations, la rhétorique, mais je ne défendrai pas la menace d'envahir un territoire allié. Je ne défendrai pas le démantèlement de l'autorité du Sénat. Il y a une ligne, il vient de la franchir. » Notice ce que ça signifie. Ce n'est pas une divergence idéologique. C'est une rupture de seuil, quelque chose qui, pour la première fois, est jugé indéfendable, même par les alliés les plus loyaux. Et c'est ce genre de bascule qui ne se répare pas par un tweet ou un meeting. À 10h47, la lettre est rédigée, 5 pages, langage juridique, cadre constitutionnel. La phrase clé, citée mot pour mot dans ton contenu, est glaçante par sa sobriété. Nous ne pouvons plus, en toute bonne conscience, permettre des comportements qui menacent l'ordre constitutionnel et sapent les prérogatives institutionnelles accordées au Sénat des États-Unis. 12 signatures sont obtenues avant midi. Maintenant, observe la contradiction centrale. Trump exige une extension des pouvoirs d'urgence au nom du contrôle. En réponse, le Sénat invoque explicitement la Constitution pour lui dire non. Ce n'est pas un clash de personnalité. C'est un conflit de légitimité. Et quand ce type de conflit devient public, il ne peut pas être étouffé. À 11h30, selon le récit, Trump est informé. Le message transmis par un aide est précis. McConnell et 11 autres signent une lettre opposée au pouvoir d'urgence. Publication aujourd'hui. Sa réponse, rapportée via des messages ayant circulé au sein de la Maison-Blanche, tient en un mot répété en majuscule « traître ». Et là, tout s'emballe. Ce qui suit se déroule à une vitesse qui surprend même Washington. À partir du moment où Trump apprend l'existence de la lettre, il passe immédiatement à l'offensive. Selon ton contenu, il commence à appeler ses loyalistes un par un. À 12h15, il appelle Lindsey Graham. L'appel dure moins de 2 minutes. La phrase rapportée est brutale. « Tu es mort pour moi ». Et la réponse de Graham, transmise à des collègues, est encore plus froide. « Alors, je suis mort ». Fin de l'appel. Pas de négociation, pas de tentative d'apaisement. Trump appelle ensuite Marco Rubio. Il lui dit « Je t'ai créé, je te détruirai ». La réponse attribuée à Rubio est révélatrice du changement de dynamique. Tu te détruis tout seul, fais ce que tu as à faire. Puis Trump tente de joindre Mitch McConnell. 3 appels, aucun décroché. Ce détail est essentiel. Pour la première fois depuis des années, Trump n'obtient même pas une conversation.
À 13h40, la fracture devient visible de l'extérieur. Les républicains de la Chambre publient un communiqué de soutien total au président. Les républicains du Sénat, eux, restent silencieux. Pas un tweet, pas une déclaration. Les journalistes politiques remarquent immédiatement ce vide. À 14h, les grands médias commencent à titrer sur un refus du leadership sénatorial de soutenir la demande de pouvoir d'urgence de Trump. À 15h, la lettre fuit. Et selon le contenu, ce n'est pas une fuite accidentelle. Le Washington Post reçoit une copie. Politico confirme les signatures en quelques minutes. À 15h15, le texte intégral est publié. Et à cet instant précis, tout le monde comprend que ce n'est pas une discussion interne. C'est une révolte ouverte, assumée, documentée. Mais voici le détail qui change l'échelle du conflit. 20 minutes après la publication de la lettre, une information supplémentaire circule parmi les stratèges républicains. Selon un conseiller senior cité, le leadership du Sénat a déjà préparé un plan de contingence en 3 étapes si Trump décide de riposter. Pas un scénario hypothétique, un plan écrit. Étape 1. Si Trump attaque publiquement, 5 sénateurs supplémentaires publient immédiatement des déclarations de soutien. Une conférence de presse est organisée. Le message est clair. Respect de la présidence, mais loyauté à la Constitution avant tout. Les documents internes estiment la probabilité à 80%. Étape 2. Si Trump lance des primaires contre des sénateurs en poste, le comité de leadership engage 50 millions de dollars pour défendre les sortants. Le comité sénatorial républicain refuse tout financement aux challengers. Probabilité estimée, 60%. Et puis, il y a l'étape 3, celle qu'ils espèrent ne jamais activer. Si Trump continue l'escalade, le Sénat avance vers une résolution formelle limitant les pouvoirs d'urgence de l'exécutif. Une résolution qui nécessiterait un soutien bipartisan, potentiellement accompagné d'un vote de censure. Probabilité estimée à 30%. Un sénateur impliqué dans la rédaction du plan est cité disant « Nous avons simulé chaque scénario. S'il veut un combat, nous sommes prêts. » À ce stade, l'histoire pourrait rester confinée au couloir du Capitole. Mais selon ton contenu, ce n'est plus le cas. Pendant que la lettre circule et que les téléphones chauffent au sommet, les conséquences commencent à descendre d'un étage, puis d'un autre, jusqu'aux gens qui font tourner la machine au quotidien. Mercredi soir, selon 3 bureaux du Sénat cités, 42 collaborateurs républicains signent une lettre interne. 42. Des assistants, des conseillers, des gens qui répondent aux appels, rédigent les communiqués, gèrent les crises. Leur message est direct. Nous ne pouvons plus, en toute bonne conscience, continuer à défendre l'indéfendable. Et la menace est explicite. S'il y a un recul, ils partiront. Arrête-toi sur ce point, parce qu'il est facile à sous-estimer. Quand les collaborateurs refusent d'écrire les éléments de langage, de répondre aux électeurs, de monter au front médiatique, l'opération politique s'effondre. Ce n'est pas une grève symbolique, c'est un arrêt de fonctionnement. Inférence. Pour la première fois, la pression ne vient pas seulement du sommet, mais de la base interne. Et ça change tout. Maintenant, regarde l'impact du point de vue de quelqu'un comme toi qui n'est pas dans la salle, mais qui vit avec les conséquences. Les sénateurs cités expliquent que leurs électeurs ne demandent plus des discours, mais de la stabilité, moins de chaos, moins d'explications embarrassées, plus de gouvernance prévisible. Quand un sénateur dit que chaque point perdu dans les sondages est lié au chaos adjacent à Trump, il parle de gens ordinaires qui décrochent, qui se lassent, qui ne veulent plus être pris dans une crise permanente. Et ce malaise ne s'arrête pas aux électeurs. Dans la même fenêtre de temps, les milieux économiques réagissent. La Chambre de commerce des États-Unis publie une déclaration appelant à la stabilité constitutionnelle comme condition essentielle à la croissance et à la confiance des investisseurs. La National Association of Manufacturers reprend le même message dans l'heure. Ce langage est codé mais limpide. Inference. Quand les bailleurs de fonds parlent de Constitution, ils parlent d'argent qui peut s'arrêter de circuler. Puis vient la dimension internationale qui touche directement la sécurité et l'économie. Le bureau du premier ministre britannique publie une déclaration se disant alarmé par la rhétorique sur l'intégrité territoriale des alliés. L'Allemagne suit, la France suit. Le secrétaire général de l'OTAN rappelle publiquement que les engagements de l'article 5 sont sacrés et non négociables. Ce ne sont pas des tribunes. Ce sont des signaux diplomatiques officiels.
À ce moment précis, la colère ou le scandale n'expliquent donc plus rien. Ce qui explique tout, c'est le mécanisme. Selon ton contenu, le pouvoir de Trump ne repose pas sur une majorité stable au Sénat, ni sur une discipline institutionnelle classique. Il repose sur 3 leviers répétés pendant des années. L'isolement des dissidents, la menace permanente de représailles électorales et le spectacle public comme outil de dissuasion. Ce système ne nécessite pas l'accord de tout le monde. Il nécessite que chacun pense être seul s'il résiste. Inférence. C'est exactement pour cela que la réponse du Sénat est décrite comme structurelle et non émotionnelle. Une lettre collective, des signatures multiples, des engagements financiers communs, un calendrier anticipé. Le but n'est pas de gagner un débat. Le but est de neutraliser l'arme principale, la capacité de Trump à cibler un individu et à en faire un exemple. Quand tout le monde avance ensemble, l'exemple devient impossible. Le contenu insiste sur un point souvent ignoré par les médias grand public. Le Sénat possède des leviers réels que Trump ne peut pas contourner. Les pouvoirs d'urgence exigent son aval. Les nominations judiciaires passent par lui. Le budget aussi. Pendant 8 ans, ces leviers ont été volontairement sous-utilisés, non par faiblesse constitutionnelle, mais par calcul individuel. Inférence. La faiblesse n'était pas inévitable. Elle était choisie. Et c'est là que l'insight devient inconfortable. Les institutions ne sont pas fragiles parce qu'elles sont mal conçues. Elles deviennent fragiles quand ceux qui les composent décident qu'il est plus sûr de ne pas les utiliser. Selon ton contenu, ce qui se produit cette semaine, c'est une inversion de ce calcul. Ne rien faire devient plus dangereux que faire front. À partir de là, l'histoire n'est plus figée. Elle entre dans une zone de trajectoire possible. Selon ton contenu, les stratèges au Sénat travaillent désormais avec 2 chemins principaux en tête, aucun n'étant sans risque. Le premier est un recul contrôlé de Trump, modération du ton, abandon discret de l'exigence d'extension des pouvoirs d'urgence, déclaration ambiguë du type « mission accomplie ». Tout le monde sauve la face. Le système respire. La probabilité avancée dans ton contenu est claire, environ 25%. Le second chemin est beaucoup plus instable. Trump ne recule pas, mais il n'appuie pas non plus sur l'accélérateur maximal. Il attaque, il menace, il poste, mais sans déclencher immédiatement une guerre totale de primaires. Le Sénat, de son côté, tient la ligne, mais n'active pas encore la résolution formelle sur les pouvoirs d'urgence. Une sorte de blocage tendu s'installe jusqu'à l'élection. Le contenu décrit ce scénario comme le plus probable, autour de 50%. Et puis, il y a la troisième trajectoire, celle que tout le monde redoute, mais que personne n'exclut. Trump lance des primaires massives. Le Sénat réplique en avançant une limitation formelle des pouvoirs d'urgence avec des votes démocrates. La rupture devient officielle. Le parti se divise structurellement. Probabilité estimée 25%. Alors, remettons tout à plat, sans bruit inutile. Ce qui s'est produit cette semaine n'est pas déclenché par le Groenland, ni par un texte de loi précis. C'est déclenché par une phrase « Je n'ai pas besoin du Sénat. Ces gens travaillent pour moi ». Cette phrase révèle une logique de pouvoir sans limite. Trump a exigé l'obéissance. Le Sénat a choisi la survie. Et quand ces 2 logiques entrent en collision, aucune communication ne peut réparer la fracture. Ce que nous sommes en train de regarder, ce n'est pas une crise de plus, c'est un basculement. Si tu veux comprendre la suite avant qu'elle n'explose à la surface, reste ici. Abonne-toi, active les notifications, parce que cette histoire n'est pas terminée. Elle vient seulement d'entrer dans sa phase la plus décisive.